moi je suis donc Astrid Guillaume, je suis maître de conférence habilitée à diriger les recherches en sciences du langage à Sorbonne Université, présidente fondatrice de la Société française de zoosémiotique et membre du comité scientifique de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, qui est, je crois, co-organisatrice de ce colloque. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du mot sentience, puisque le colloque concerne en fait la sensibilité animale et que justement il y a une approche, je dirais, lexicale très importante à introduire dans ce débat qui est tout à fait transdisciplinaire, et vous verrez que le mot sentience l'est également. Sentience qu'il ne faut justement pas confondre avec le mot sensible. Georges Chapoutier, qui est présent avec vous aujourd'hui, vous en parlera très certainement également. Il est au passage vice-président de la Société française de zoosémiotique. Je le salue et je salue tout le monde dans la salle aujourd'hui. Donc, en fait, je m'inscris donc dans la première partie de votre colloque, les prolégomènes, c'est-à-dire l'identification de la notion de sensibilité animale. De quels animaux, de quelle sensibilité parle-t-on? Moi, je vais vous apporter la naissance lexicale, les nuances sémantiques, les emplois, principalement donc du mot sentience. Mon plan se structure en 7 parties. Je vais entrer dans l'histoire. J'ai une formation en linguistique diachronique, donc l'histoire et l'étymologie me concernent aussi. Je vais voir un petit peu dans quel contexte le mot sentience se retrouve, les notions traductologiques, parce qu'il n'y a pas que la langue française. La problématique se pose aussi ici dans le domaine de la traduction et de comment on traduit ce terme, ou au contraire on ne le traduit pas. Je vais voir avec vous aussi les définitions et puis un aspect très important, les champs d'application pour le BEA et enfin les différents types d'emplois du mot sentience, et puis nous ferons une rapide conclusion. Donc, entrons dans l'histoire. Comme vous le voyez, là, je vous ai présenté une carte qui, à mon sens, est très importante pour bien comprendre que nos langues n'ont pas qu'une seule origine. Elles sont le résultat de différents types de contacts, de différents types de contacts culturels, interlinguistiques, interculturels, et que ces contacts ont majoritairement eu lieu au Moyen-Âge et peu avant, et qu'ils ont marqué justement toutes les langues vulgaires que nous parlons actuellement, donc les langues vulgaires que l'on appelle également les langues vernaculaires que nous parlons aujourd'hui. Et ces contacts, vous verrez, ont eu des incidences plus particulièrement sur l'évolution de ces langues, puisque pour arriver au français moderne tel que nous le connaissons, mais également à l'anglais moderne ou à l'allemand moderne, enfin toutes les langues européennes, voire du monde, il y a eu différents types de contacts depuis, pour ce qui concerne l'ancien français, le celte, le grec, le latin classique, le latin vulgaire. Il y a eu des contacts aussi avec le proto-germanique et les langues germaniques, avec l'arabe, avec beaucoup de langues qui ont forgé différents types de mots, mais également différents types de champs lexicaux. Par exemple, depuis déjà le latin, on a le latin classique, le latin vulgaire, qui va donner différentes racines et donc différentes nuances sémantiques, différentes nuances de sens aux mots que nous utilisons aujourd'hui en français moderne. Donc là, je vous donne des exemples de naissance de champs sémantiques et de leur polysémie aujourd'hui. Donc, tout cela pour vous dire que sur le plan étymologique, et j'en arrive à mon deuxième point, nous avons deux notions. D'un côté, sensibilité, de l'autre, sentience. Donc, sensibilité est un mot, tout comme sentience, d'origine latine classique, sensibilité, sensibilitas, c'est la faculté de sentir, la faculté aussi de sens, de signification, alors que sentience va plutôt être dans la notion de ressentir, la capacité de ressentir. Ça vient également du latin classique sentientem, qui va donner en italien, en anglais, les notions de sentienza, de sentiente, de sentience, de sentient en anglais, et puis on va aller jusqu'en allemand, sentientismus, qui existe également.
Alors, pour l'ancien français, bien sûr, au Moyen Âge, on n'était pas dans une évolution scientifique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc, c'était vraiment à minima qu'il fallait comprendre ce sens. Mais quand on étudie le dictionnaire d'ancien français, Godefroy, qui est très connu chez les linguistes diacroniciens, on voit qu'on a déjà la notion de sens, bien sûr, de sensualité, mais également de escientement, c'est-à-dire intelligemment, qui a du savoir, les sciences étant la notion de savoir, d'intelligence, et d'escient, qui est le sachant. Donc, on est avec le mot sentience, plus dans la sphère, je dirais, de l'intelligence, de la conscience même de l'intelligence, mais je reviendrai sur la notion de conscience puisqu'elle est également très importante ici. Alors, l'origine de sentient et de sentient, elle date du XVIe, XVIIe siècle. Hein. C'est un terme qui est construit tout à fait de manière classique, je dirais, sur un radical. Je ne veux pas rentrer trop dans la morphologie des sciences du langage, mais comme vous le voyez, là, il se construit sur la base d'un radical et puis d'un suffixe tout à fait classique pour le latin. En tout cas, il signifie dans ce contexte l'idée de ressentir. Vous voyez en anglais to feel, hein, ça vient de sentire. Donc, on est vraiment dans la notion de ressentir. Alors, si l'on regarde maintenant le mot sentience, sentient et ses dérivés, puisque comme je vous l'ai montré en fait lors de la première diapositive avec la carte et la circulation, si vous voulez, des différentes langues au Moyen-Âge, il y a des mots qui se stabilisent dans un pays ou non. Alors, le mot sentience, il a eu sa vie, on va dire, dans la sphère anglo-saxonne, c'est-à-dire en Grande-Bretagne d'abord et puis ensuite aux États-Unis évidemment. Donc, c'est surtout en anglais qu'il va faire date. Vous voyez ici, je vous ai un petit peu mis en avant des préfixes et des suffixes. Donc, on va avoir sentiently, qui est donc un adverbe, no sentient, l'adjectif no sentiently, unsentient, unsentiently. Donc, du coup, on retrouve ce mot principalement en médecine, having sense perception. Donc là, on est très proche de conscious déjà. Et puis, l'experiencing sensation of feeling. Donc, c'est à partir du 19e siècle, plus précisément en 1815, qu'on a sentient qui est l'équivalent de conscient, donc conscious. Puis, il va y avoir effectivement un glissement sémantique vers quelque chose qui est un petit peu plus polysémique. Donc, cette polysémie autour de conscience et consciousness vient également finalement du latin classique conscientia, qui est composé du préfixe con, donc qui veut dire avec, et de scientia, qui est la connaissance. Vous voyez que avec scientia, conscience, sentience, on est plus proche de la connaissance, de l'intelligence, du savoir, que de la sensibilité. Alors, donc, ça va donner conscientia en médio-latin, qui est traduit entre autres en moyen-allemand par faire nuft et non pas faire nunft. Hein, attention, on est dans du moyen-allemand, qui va donner Wissenheit, Gewissheit. On est donc mit Wissen, c'est-à-dire avec le savoir. Et ce, dès le XVIe siècle. Alors, la présence de la notion de sentience en France, on la trouve dans des champs sémantiques divers et variés. Donc là, je vous ai mis un petit peu tous les contextes dans lesquels on peut retrouver la notion de sentience. On va d'abord la trouver dans tout ce qui est religieux, mais religieux bouddhistes, jaïnistes et hindouistes, voire chez les Bishnoi, qui sont des religions qui, comme vous le savez, sont très proches des animaux. Alors donc, dans ce contexte, le mot sentience signifie conscience, expérience phénoménologique, voire âme. Vous savez que le mot âme vient du latin anima. Donc la protection des êtres vivants, la non-violence, puisque dans ces religions, on prêche, on prône une non-violence. C'est une croyance en la réincarnation et donc à ce titre,
on va plutôt être non violent envers les animaux, mais bon, certains bouddhistes mangent de la viande malgré tout. En tout cas, vous voyez qu'on est dans la sphère religieuse à proprement parler. Ensuite, on va retrouver le mot sentience, le substantif, tout comme l'adjectif sentient, dans tout ce qui relève des associations de protection animale. Donc, dans ce contexte, sentience, c'est plutôt lié à la sensibilité dotée de raison, de conscience, ce qui est effectivement le sens de sentience. Donc, c'est plus dans la valorisation du bien-être animal et de la protection et de la sauvegarde animalière que le mot sentience va être utilisé dans ce contexte. Et puis, on le retrouve également dans tout ce qui est cercle vegan chez les végétaliens, les antispécistes ou les gens qui sont anti-spécisme, on va dire, ou plutôt qui cherchent à désanthropocentrer la société. Et là, sentience va être plus orientée sur la cognition, sur la conscience. Je vous renvoie au cahier antispéciste qui en parle beaucoup et qui ont donné une définition également du mot sentience. En tout cas, là, quand c'est utilisé dans ce contexte, c'est plutôt le moyen d'interdire l'utilisation des animaux comme produits de consommation. Donc, vous voyez, en fonction des contextes, qu'ils soient religieux, associatifs ou plus, je dirais, orientés vers la protection pure et dure, on va avoir des petites nuances sémantiques, mais en gros, malgré tout, on reste sur la notion de conscience, de raison, de cognition, de savoir des animaux, plus que sur la notion de sensibilité. Alors, bien sûr, on peut intégrer ce mot, et je pense qu'on devrait le faire dans le contexte des sciences, en particulier en zoobiologie, en éthologie, en médecine vétérinaire, mais pas exclusivement. On peut également l'intégrer en philosophie, en particulier en éthique animalière, et puis bien sûr dans le langage le plus courant, puisque avec une équipe de chercheurs, nous avions écrit à l'Académie française pour faire entrer le mot sentience au sein du dictionnaire de l'Académie française. Et l'Académie française nous avait répondu, eh bien, utilisez-le le plus possible et il y entrera. Donc, ce que nous faisons. Alors, si vous regardez maintenant cette étude qui entre maintenant dans la traductologie plus particulièrement, voilà pourquoi il est important d'utiliser sentience being, entre autres, pour bien le traduire vers le français, parce que justement, il y a un vide traductologique ou disons une perte sémantique à utiliser sentience comme sensible. Souvent, quand on a sentient being en anglais ou sentient beings en anglais, c'est traduit par être sensible en français, voire par être vivant, être doué de raison, être doué de sensation, être conscient, animaux sensibles, être tout court, quelqu'un, ou être vivant sensible. Donc vous voyez, il n'y a pas une traduction fixe. Alors vous allez me dire, mais oui, c'est tout le temps le cas en traductologie. Éventuellement, on a plusieurs possibilités et c'est très bien d'avoir plusieurs possibilités pour traduire un terme. Le problème ici, c'est plutôt que les traductions sont non seulement floues, mais sémantiquement inexactes. Si l'on regarde par exemple le traité d'Amsterdam et sa traduction de l'anglais vers le français, on voit immédiatement qu'on a « for the welfare of animals as sentient beings » qui est traduit ici pour le respect du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles. Alors, la question ici qui se pose, c'est bien sûr de savoir si sensible est l'équivalent traductologique, sémantique, lexical du terme sentience ou sentience. Si l'on regarde maintenant sur le plan traductologique, comment est traduit être sensible vers l'anglais, donc là on va inverser, on va avoir par exemple sensitive soul, sensitive person, sensitive being, sensitive sentient being. Donc là vous voyez que ici aussi on n'est pas dans une adéquation sémantique et lexicale tout à fait identique ni parfaite. Donc, si on regarde la question traductologique autour de sentience, au pire, on a carrément une absence de traduction, et là, c'est toujours problématique quand on a une absence de traduction, ou bien on a un flou artistique entre sensibilité et sensible, ou bien on a carrément être ressentant. Donc, cela signifie, d'un point de vue traductologique et linguistique, que le mot sentience est à
redéfinir ou bien il est à définir pour savoir exactement de quoi on cause. Donc, les définitions actuelles, on va faire une petite comparaison. Les définitions actuelles du mot sensibilité, j'ai regardé dans le Larousse, qui est quand même un dictionnaire de référence. Donc, le mot sensibilité, vous voyez, il est utilisé un petit peu pour tout, et j'ai envie de dire pour n'importe quoi également, puisque la sensibilité, ça concerne aussi bien à qualifier un organisme vivant, donc là, pour le coup, on est dans notre problématique, que la métrologie, que la télécommunication, la musicologie, pardon, 1, 2, 3, je recommence, un instrument de musique peut tout à fait être sensible. Donc, on a des marchés financiers qui sont sensibles. Le mot sensible a une très, très grande polysémie et cette polysémie pose problème d'un point de vue sémiotique puisqu'elle génère des associations d'idées qui sont très loin de ce qu'est le mot sentience. Alors, regardons un petit peu le mot sentience. Les définitions actuelles du mot sentience que j'ai retrouvées là sur Wikipédia, donc très grand public. En éthique animale, le concept de sentience est un concept central puisqu'un être sentient ressent la douleur, le plaisir, diverses émotions. Il est capable d'éprouver des choses subjectivement et d'avoir des expériences vécues. Un être sentient est également un être conscient, donc ça c'est très important pour le bien-être animal. Et l'éthique animale part du constat que la sentience implique à minima la capacité d'éprouver douleur et plaisir. Donc la sentience fait ce qui arrive à un être sentient lui importe. Donc c'est très important dans l'éthique, dans la religion, dans la philosophie, en sciences, mais j'ai envie d'ajouter également sur le plan sociétal et politique. Donc, les champs d'application pour le BEA, le bien-être animal, j'avais repris cette copie d'écran dans un rapport de la CWF qui parlait de reconnaître la sentience des animaux d'élevage. Alors moi, je ne parle pas d'animaux d'élevage, je parle d'animaux en général dits d'élevage, puisque les animaux n'ont pas pour vocation de partir dans des élevages. Donc, en fait, dans le champ d'application pour le BA de ce rapport, ce qui date de 2014, était très intéressant. C'était que, par exemple, les moutons peuvent reconnaître d'autres moutons et s'en souviennent, que les vaches font preuve d'excitation lorsqu'elles découvrent comment ouvrir un portail qui mène à une récompense, que les poules enseignent à leurs poussins quels aliments sont bons à manger. Vous voyez, là, on est dans la transmission de connaissances, d'informations. Que les poulets de chair qui souffrent de boiterie choisissent de manger des aliments qui contiennent un analgésique. On va avoir également des animaux qui tirent des leçons efficaces de l'expérience, qui distinguent, qui choisissent et qui comprennent les relations sociales. Alors ça, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, bien sûr. Ce que ça permet de voir, c'est qu'on prend en compte avec le mot sentience, non seulement les émotions, beaucoup plus que dans la notion de sensibilité, ce qui est important pour en particulier l'évolution du droit, dans les maltraitances animalières en général et dans tout ce qui va être optimisation du BEA. On va également retrouver pour les animaux dits d'élevage des indicateurs différenciés du BEA. On peut améliorer tout ce qui est risque de santé ou de maltraitance liée au stress, en particulier dans les abattoirs ou dans les cages. Et on peut hiérarchiser plus facilement les différents types de dangers qui sont liés à la sentience animale. Donc, pour les animaux sauvages en captivité, cela est également très important puisque on voit aujourd'hui les maltraitances qui ont lieu dans les cirques, éventuellement dans les zoos, dans différents types de contextes, dans les élevages de fourrure, etc. Et pour finalement mieux décider législativement parlant, juridiquement parlant, la fin des trafics, la fin de la chasse à courre, la protection des habitats, etc., la notion de sentience est très importante. C'est vrai pour les animaux mammifères, on y pense prioritairement, mais c'est vrai également pour des vertébrés, enfin pour les invertébrés auxquels on ne pense pas toujours, mais les invertébrés, et ça je pense que Georges Chapoutier pourra en parler mieux que moi, par exemple la pieuvre peut très certainement être qualifiée d'animal sentient.
ce qui est moins vrai, par exemple, de l'éponge. L'éponge n'est certainement pas un animal sentient, c'est un animal sensible en revanche. Donc, cela peut avoir aussi des conséquences sur nos activités humaines, sur la biosphère, sur les mers en général et sur la protection de la faune, mais également de la flore. La flore qui, à mon sens, est sensible alors que les animaux dont je parle sont plutôt sentients. Donc, j'en arrive au 7e point. Sensible, sensibilité, donc sensibilitas, sens sensible en latin. Ça va être tout ce qui relève des sens physiologiques et des sensations, c'est-à-dire les 5 sens, et puis des perceptions thermiques, électriques, visuelles, auditives, c'est-à-dire que tout être vivant, végétal et animal est sensible. Donc là, je fais un petit clin d'œil à L214 qui a pour slogan « tous sensibles ». Je dis oui, ils sont effectivement tous sensibles, oui, mais attention, puisque dans Sentience, on a bien plus que la notion de sensibilité, on a également le raisonnement, les émotions, les compétences cognitives, les performances comportementales, les relations de l'animal avec autrui, donc l'empathie, l'entraide, les traumatismes par exemple. Donc l'animal dit d'élevage, l'animal sauvage, l'animal domestique, certains invertébrés sont des êtres sensibles, mais également des êtres sentients. Donc, si vous voyez ces magnifiques photos du photographe Tim Flark, que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il prend en photo différents individus et puis différentes espèces. Vous voyez là des primates et il met finalement en avant des individus, des caractères, des personnalités sentientes. Et bien plus que sensibles. Alors vous allez me dire, les primates, bien sûr, sont très proches de nous, mais c'est vrai aussi d'autres animaux, hein, comme les chats, qui nous sont très chers également, et qui ont tout autant des individualités, des caractères, des petites personnalités, et je ne dis pas petits en termes de grandeur, mais plus en termes d'affection, des petites personnalités très intéressantes et très variées. Mais c'est également le cas, j'imagine, des pieuvres. Donc, pour conclure, et j'espère que j'ai bien respecté mes délais, on peut dire que l'introduction d'un nouveau mot dans le dictionnaire et les débats est très important puisque ça permet de pénétrer, je dirais, différentes sphères sociétales, que ce soit la politique, l'économie, la culture, l'environnement, l'informatique, absolument tout. Et quand on parle du mot sentience, eh bien, ça touche aussi bien les sciences que le droit, la linguistique, l'éthique, l'environnement, et ça s'introduit tout à fait bien dans notre problématique de colloque d'aujourd'hui, puisque d'un côté, on a effectivement un enrichissement de la langue française avec un nouveau mot, et ça, c'est jamais à négliger, c'est très important que la langue française s'enrichisse. On a des précisions supplémentaires pour le bien-être animal, par exemple pour tout ce qui concerne les situations de stress, de peur, mais également de bien-être et d'épanouissement. Et puis, on a beaucoup moins d'imprécisions traductologiques sur le plan juridique. Donc, je vais citer aujourd'hui aussi Donald Broom, qui est un professeur de bien-être animal à Cambridge, qui est intervenu dans un colloque de la LFDA en 2015, qui a été publié, dont les actes ont été publiés dans l'ouvrage Le bien-être animal de la science au droit, qui est gratuit en ligne sur le site de la LFDA. Donald Broom avait dit ce jour-là, je crois que c'est très important que sentience ne soit pas traduit par sensible. J'espère qu'il y a beaucoup de Français qui comprennent ceci. Alors lui, bien sûr, il est de langue anglaise et il comprend la perte sémantique qu'il y a à traduire le mot sentience par sensible. Donc, moi, j'ai été enchantée de voir que le Larousse 2020 avait compris nos appels, puisque le Larousse 2020 a fait entrer le mot sentience dans sa nouvelle édition avec cette définition que je vous présente. Sentience, pour un être vivant, capacité à ressentir les émotions, la douleur, le bien-être et à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie. Donc, vous voyez que bon, c'est un article très important à mes yeux qui a été introduit dans le dictionnaire Larousse 2020. J'en ai fait un article pour la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. Le mot sentience entre dans le Larousse 2020. Vous pouvez consulter cet article sur le site de la LFDA.